dans notre série de webinaires professionnels. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur, parmi lesquels lancement de collections, labels et séries, mise en avant d'auteurs et d'autrices émergents ou émergentes et de nouveaux talents, maisons d'édition à découvrir, avant-première de collections à venir en 2026. Je précise dès à présent que vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de la diffusion live sur la plateforme Wizably. Et ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera à Paris Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique L'art et l'autre, explorant la question de l'empathie. Et alors, en l'occurrence, vous allez pouvoir suivre le webinaire Le Conservatoire des Gourmets, une nouvelle série dans la collection A210 des éditions Tom Pouce, qui s'inscrit dans la thématique lancement de collection. Et je vous laisse donc aux soins des représentantes des éditions Tom Pouce. Bonjour, je suis donc Angélique Grolier, éditrice chez Tom Pouce, et je suis ravie de vous rencontrer virtuellement aujourd'hui pour parler donc de notre collection atypique et inclusive, donc Ado10, et donc plus précisément bien sûr de la série de Nancy Gilbert et Celle, Le Conservatoire des Gourmets. Merci à l'équipe du SLPJ de nous donner la possibilité de parler aujourd'hui de notre travail, et merci à vous. Vous êtes inscrits pour découvrir les coulisses de cette série qui mêle merveilleux, poésie et gourmandise. Donc, avant de laisser la parole à Nancy et Celle, je vais vous présenter rapidement les éditions Tom Pouce et la collection Ado10 pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, en fait, Tom Pouce, depuis 20 ans, se consacre à la publication d'ouvrages pédagogiques destinés à venir en aide aux élèves ayant des difficultés scolaires, troubles d'apprentissage, troubles 10. Donc, troubles 10, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, dysgraphie et aussi troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, c'est dans une démarche inclusive que nous avons lancé en 2023 la collection Ado10, une collection de romans jeunesse pour tous, mais qui répondent aux besoins des lecteurs en difficulté et surtout une collection accessible aux lecteurs 10, qui sont un peu ce qu'on peut dire les invisibles de la littérature jeunesse. Car à noter que près de 8 à 10% des enfants sont touchés par des troubles 10. Donc, la volonté de Tom Pouce, c'est de transmettre le plaisir de lire pour tous, à tous, au-delà des difficultés, en leur offrant des livres agréables à lire, afin que la lecture dite fardeau se devienne finalement une lecture plaisir. Comme le nom de la collection l'indique, Tom Pouce a choisi de s'adresser au public adolescent, donc de 10 à 16 ans, voire plus. En effet, les ados qui rencontrent des difficultés ont peu de plaisir à lire en raison de leur lenteur et des efforts qu'ils doivent fournir. Et vu qu'ils lisent moins, ils acquièrent moins de vocabulaire. Et on sait, le vocabulaire et son étendue ont un effet majeur sur la qualité de la lecture. Aussi, les adolescents se découragent très vite et ont moins de motivation à lire. Il est donc nécessaire que la littérature ado s'adapte aussi aux lecteurs 10. La collection Ado 10 propose justement des textes inédits, écrits par de grands noms de la littérature jeunesse, et non des adaptations de textes de romans déjà publiés. L'objectif de la collection, c'est de rendre la lecture plaisante et accessible à tous sans sacrifier la qualité littéraire. La particularité aussi de la collection, c'est de rendre visibles les troubles 10 et autres troubles du neurodéveloppement en littérature jeunesse, en proposant une histoire ou un personnage neuroatypique, héros ou personnage secondaire, afin que sa différence cesse d'être perçue comme une faiblesse. Grâce à ces romans, le lecteur 10 peut s'identifier aux héros, et ces histoires permettent aussi aux normolecteurs, donc les normolecteurs, ceux qui n'ont pas de troubles, de découvrir et de mieux comprendre les troubles de leurs camarades dyslexiques. Donc, comme je vous l'ai précisé, la collection Ado 10 peut être lue par tout le monde. On le sait, l'adolescence est une période un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Et les adolescents dyslexiques ne veulent pas être stigmatisés, et donc ne veulent pas avoir des livres différents. C'est pour ça que notre collection, vraiment, s'adresse à tous, avec un format, voilà, je vais vous présenter rapidement. Donc, voilà, c'est les deux titres dont on va parler tout à l'heure. La collection, la série Le Conservatoire des Gourmets. Et donc, la charte de collection, en fait, elle propose donc des livres qui facilitent la lecture avec une mise en page spécialement conçue pour un meilleur confort de lecture. Alors, je vais vous présenter, vous montrer justement quelques pages pour vous montrer comment Donc, c'est donc un format 13-20
une mise en page fixe mais aérée, des images pleine page et un interlettrage et un alignage adapté, un texte non justifié, ce qu'on appelle opère à gauche, avec un espacement homogène entre les caractères, une absence de césure, une typo adaptée aux dyslexiques pour rendre le déchiffrage plus facile. Donc la police utilisée ici, c'est handicap. Des sauts de ligne importants entre les paragraphes courts pour respecter la durée de concentration. On propose aussi, du coup, voilà, dans nos romans, des illustrations pleine page qui justement permettent une respiration dans l'histoire. Et aussi le choix du papier qu'on utilise, c'est un papier mat pour que le stress visuel, parce qu'on le sait, le papier blanc est très perturbant pour un lecteur dyslexique. Et donc avec un papier mat, ça limite le stress visuel. Dans chacun du coup de nos romans, les histoires commencent par une présentation des personnages. Alors justement, là, je vous présente au tout début du roman. Voilà, vous faites toujours des portraits des personnages. Alors pour nous, c'est très très important justement de proposer ça parce que du coup, le lecteur arrive à mieux identifier qui est qui dans l'histoire et ça permet du coup de donner au lecteur énormément d'informations sur les éléments de l'histoire, qui se repèrent mieux, qui comprennent mieux l'histoire. Donc maintenant, voilà, je vais laisser la parole à Nancy et à Celle, qui vont donc vous présenter la collection Adodis, la série, surtout le conservatoire des gourmets. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la série du Conservatoire des Gourmets met en scène Ceylan, un ado de 13 ans qui est assez rêveur et solitaire. Il se sent complètement en décalage dans sa famille, qui est une famille de militaires et de mathématiciens. Et lui, ce qu'il adore, c'est la pâtisserie. Il se passionne pour la pâtisserie poétique plus particulièrement. Et un jour, dans le grenier de la maison familiale, il découvre un livre de recettes. Ceylan souffre de dyscalculie. Alors, c'est jamais dit dans le texte parce que c'est un texte qui se passe à une époque ancienne, donc on ne dira jamais le mot. Et donc, Angélique nous a fait noter le terme dyscalculie en début du roman, mais il ne sera jamais écrit dans le texte. Et donc, bien sûr, les mesures et les calculs, pour Ceylan, c'est juste l'enfer. Et donc, il rêve d'intégrer le conservatoire des gourmets. C'est un endroit célèbre qui a formé les plus grands pâtissiers. Et donc, le chemin va être très long, semé d'embûches. Il va apprendre à contourner ses difficultés malgré sa dyscalculie. Et il va tenter de prouver aux jeunes lectrices et aux jeunes lecteurs que la différence peut être une force et que les obstacles ne nous définissent pas. Très bien. Du coup, donc Nancy et Celle, est-ce que vous voulez bien vous présenter, parler un peu de votre parcours, de vos inspirations et aussi du coup votre engagement pour l'accessibilité à la lecture? Donc moi, ça fait 14 ans maintenant que je suis publiée dans les maisons d'édition, mais j'écris vraiment depuis l'enfance. La littérature, l'écriture, la lecture font partie de moi depuis toute petite. J'étais plongée dans mes livres. On me disait même que j'étais trop plongée dans les livres, que j'avais trop d'imagination, un peu comme Ceylan, que j'écrivais trop d'histoires, que je posais trop de questions. Mes inspirations, je pense que c'est vraiment la vie de tous les jours. La mienne, celle des autres, les histoires qu'on me raconte, l'actualité. Et puis, comme j'ai fait des études scientifiques, tout ce qui tourne aussi autour de la nature m'inspire énormément, les animaux, les plantes, les forêts, les montagnes. Voilà. Et puis également l'art, qu'on retrouve pas mal dans mes histoires. Et donc, j'écris des albums pour les tout petits, jusqu'au roman young adulte. Voilà, j'ai une grande palette d'écriture. À vous, Celle. Eh ben, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce petit temps autour de cette belle collection. Alors moi, c'est Celle, je suis illustratrice depuis 15 ans. J'ai publié mon premier livre en 2011, donc ça fait aussi 14 ans finalement que je suis publiée. Voilà, moi je publie essentiellement dans l'édition jeunesse, donc je vous ai mis un petit aperçu de mes derniers livres ici, mais
publie aussi dans la presse, le scolaire, romans, des jeux. J'aime bien faire sortir aussi mon univers des livres. Donc, j'ai depuis quelque temps tout un univers plus personnel de dessin, peinture qui se tourne beaucoup autour de la femme, de la nature et de l'enfance. Je crois que j'ai toujours dessiné dans ma vie de toute façon. Donc, voilà. Et je suis également professeure en ligne pour une école qui fait de la formation en ligne en illustration, ce qui me permet d'avoir énormément d'élèves très variés et notamment des handicaps très variés aussi. Donc, ça fait un peu un pont avec aujourd'hui. Et qu'est-ce que... Oui, on parlait des inspirations. Du coup, mes inspirations, oui, énormément l'illustration, l'art, la sculpture et le théâtre. Je suis très sensible à tout ça et tout ce qui est autour de moi. En fait, tout est source d'inspiration. Les gens qui m'entourent, la nature, mes voyages beaucoup, la randonnée. Je me promène beaucoup et dans la forêt, on trouve plein de choses très chouettes. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup partager mon métier. Donc, j'essaye au maximum de faire des rencontres, des ateliers avec les enfants où je vais présenter mon travail. Des projets de création dans les écoles, beaucoup aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire pour donner envie de lire et pour donner le goût de lire et de dessiner. Et voilà. Très bien. Alors, du coup, première question qu'on va vous poser du coup à toutes les deux. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour Ado 10, donc Tancy, et qu'est-ce qui vous plaît dans la collection? Et donc, la même question pour Celle. Qu'est-ce qui vous plaît dans la collection Ado 10? Alors moi, je ne connaissais pas la maison d'édition Tom Pouce ni la collection Ado 10. Et c'est donc vous, Angélique, qui m'avez contactée parce qu'on avait déjà travaillé ensemble dans une autre maison d'édition sur certains de mes textes. Et je pense que vous étiez sensible à mon écriture, à ma sensibilité. Et moi, j'avais été très sensible aussi à la façon dont vous aviez travaillé sur mes textes. Donc déjà, il y avait un bon rapport de confiance initialement. Et donc, vous m'avez présenté cette collection. Donc, il y avait une charte pour les auteurs. Je ne sais pas si on va en parler tout de suite maintenant. On en parlera tout à l'heure, justement, dans la partie sur l'écriture. Voilà, ça m'a juste un petit peu fait peur au début quand j'ai lu cette charte. Je me suis demandé si j'allais être capable d'adapter quand même mon écriture. On en reparlera, mais voilà, pour écrire pour cette collection. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait confiance à Angélique. Et puis, le handicap, ça fait partie de ma vie, de la vie de mes proches. Je n'ai pas attendu la collection Tom Pouce de Tom Pouce pour parler de handicap. Mes personnages dans mes autres romans ont très souvent sont porteurs de handicap visible ou invisible, de neuroatypie, etc. Donc ça m'a paru juste une continuité avec les personnages qui sont déjà dans mes livres. J'y suis sensible, je le défends. Donc voilà. Parfait. Et donc, Celle, à vous, qu'est-ce qui vous plaît dans la collection? Alors, moi, ce qui me plaît dans la collection, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours à cœur, en fait, dans tous mes livres, de parler de la différence ou en tout cas de l'inclure dans mes images. C'est-à-dire que moi, je suis du côté du dessin, donc je le mets en image, mais du coup, de la différence de manière générale. Donc, les handicaps invisibles en dessin, c'est moins facile. Mais du coup, ça me parlait par rapport à ça. C'est vraiment un axe important dans mon travail. Et je connaissais du coup cette collection puisque je connais moi Angélique par contre depuis mon stage d'école. Donc ça fait un petit moment. Et on s'était dit qu'un jour on ferait peut-être quelque chose ensemble. Et donc j'ai été très heureuse quand elle m'a contactée pour ce projet. Encore plus quand j'ai vu que le texte était de Nancy, avec qui on avait déjà fait un album ensemble en 2014. Aussi autour de la gourmandise, avec un petit prince cuisinier. Et donc, tout de suite, ce projet m'a beaucoup parlé. Et en plus, moi, ce que j'aime dans cette collection, et en tout cas dans cette série-là que j'ai illustrée, c'est le fait que le héros, en tout cas, il a ce handicap. Mais en fait, ça fait partie de son caractère, ça fait partie de lui, mais c'est pas le centre de l'histoire. Lui, il vit une histoire fantastique, il vit une quête, il vit une histoire qui l'invite à croire en ses rêves. Et en plus, il y a plein de gourmandises et plein de choses qui s'y passent qui sont très chouettes. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup plu et qui me plaît dans cette collection.
Merci. Alors du coup, une autre question pour Nancy. Pourquoi proposer une série autour de la pâtisserie mêlant le merveilleux, la compétition culinaire et le handicap? En fait, finalement, comment est née l'idée de cette série? Et oui. Alors, quand on a décidé toutes les deux qu'on allait parler de la dyscalculie, parce qu'au début, ce n'était pas le thème qui m'était venu, voilà, ce n'était pas sur le handicap sur lequel je voulais partir, mais du coup, on a réfléchi et c'est vrai qu'on est parti sur celui-ci. Je me suis dit aussi, c'est un bon moyen de montrer aux lecteurs, aux lectrices, aux personnes concernées ou pas, que la dyscalculie, donc le problème avec les mathématiques, les chiffres, ça ne se passe pas qu'en cours de maths. La dyscalculie, elle a des répercussions dans la vie de tous les jours, notamment dans des domaines qu'on ne soupçonnerait pas, dont la pâtisserie. Puisque, bien sûr, quand on cuisine, on doit peser, mesurer, convertir, et j'en passe. Donc, c'est vraiment une des applications, les mathématiques dans la cuisine, alors qu'on n'y penserait pas forcément. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de raconter quelque chose de merveilleux. Et puis, du coup, j'étais quand même allée me renseigner sur cette collection et j'avais vu que les romans étaient tous des romans contemporains. Et je me suis dit, pourquoi pas introduire du fantastique chez Tom Pouce, puisque je crois, hein, les autres romans, à l'époque en tout cas, étaient tous contemporains. Et La première série qui est fantastique. Oui. voilà. Et c'est vrai que traiter le handicap dans un univers fantastique, ça permet aussi peut-être un peu de dédramatiser, d'amorcer du merveilleux, mais en même temps, on se rend bien compte, de façon très réaliste quand même, que Ceylan est quand même vraiment en difficulté. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans le fantastique, dans le merveilleux et qu'il y a des petits gâteaux et des crèmes qu'on ne voit pas quand même les difficultés qu'il rencontre. Tout à fait. Alors, du coup, Celle, j'ai une question pour vous. Donc, le Conservatoire des Gourmets est un lieu magique et réaliste à la fois. Comment avez-vous réussi à traduire l'univers gourmand de cette série en images? Alors, moi, au début, quand j'ai lu le texte, moi, les premières choses qui me sont venues en tête, c'était un univers entre Harry Potter, Top Chef et Hunger Games. Je me suis fait un espèce de mix de tout ça. Moi, personnellement, étant une grande fan de ces trois univers, ça me plaisait bien. Sauf que du coup, j'étais partie dans quelque chose de très fantastique, futuriste. Et là, je vois dans le texte, c'est marqué d'un autre temps. Et donc, quelque chose d'un peu en arrière. Je me suis dit, comment je vais mélanger tout ça? Et alors, je vais mettre mes personnages là, comme ça. Voilà, on voit, je ne sais pas si on voit le mixte. Mais du coup, moi, je suis vraiment partie dans ce mélange-là d'univers. Et après, le côté gourmand, je pense qu'il vient naturellement parce que je suis une gourmande et que le texte, je le mets quand il y a besoin. Mais c'est surtout ça, moi, qui m'a marqué de la lecture du texte à la base, à l'origine. Et je suis vraiment partie de ces univers-là, en fait. Je fais pas mal de descriptions de scènes gourmandes et de moments très précis où on cuisine quelque chose de précis. Dans le texte, on est immergé dans la préparation de la recette, c'est très détaillé. Donc je pense que ça permettait aussi à Séverine de raconter avec le dessin, parce que vraiment, voilà, je pense que je donne beaucoup de détails quand on prépare la recette. C'est obligatoire, puisqu'on parle de dyscalculie, il fallait que ce soit qu'on sente vraiment la difficulté de Ceylan. C'est ça. Et puis dans la brigade du coup des chefs du tome 2, je me suis amusée à mettre vraiment chaque poste est très précis pour chaque chef. Et du coup, les habits, les vêtements sont inspirés vraiment de chaque chef. Alors, je me souviens que lui, c'est un chef italien et qui fait les chocolats, je crois. Donc, du coup, il a du chocolat. Enfin, voilà. J'ai mis des petits détails un peu partout. Comment? Ils ont tous bien leur spécialité. Voilà, c'est ça. J'arrive plus à me souvenir, Patrick, c'est les choux, non? Je sais plus. Le backlog, oui. Nancy, je sais plus non plus. Oui, il y a le chef qui s'occupe que des fruits, il y a celui du chocolat, il y a celui des tartes. Enfin voilà, c'était très précis dans mes. Voilà. Et puis Angélique est aussi une éditrice qui nous demande beaucoup de précision, notamment par rapport aux personnages, puisqu'après, Séverine devait les dessiner. Donc il fallait que tout soit extrêmement précis. Oui. Important dans la description aussi.
C'est ça. Alors, du coup, je vais poser une autre question. Donc, on l'a bien compris dans cette série. Donc, vous abordez donc la dyscalculie, mais donc sans dramatiser justement ce trouble. Mais pourquoi était-il si important pour vous d'aborder ce trouble? En fait, est-ce lié finalement à votre expérience personnelle? Oui, moi j'ai 3 enfants et ma grande fille est dyscalculique. C'était une petite fille et puis une jeune adolescente extrêmement brillante, donc elle a beaucoup compensé. Je voyais bien qu'elle avait des soucis en mathématiques. Moi, je le mettais sur le compte de ce qu'on entend tout le temps, c'est je déteste les maths, c'est pas une matheuse, voilà. Mais ce qui m'avait interpellée dès le CE1, et c'est les critères fondamentaux de la dyscalculie, c'est qu'elle ne retenait pas les tables de multiplication, elle ne savait pas lire l'heure, elle ne sait toujours pas lire l'heure avec voilà. Puis en grandissant, des problèmes dans les mesures, les puissances, etc. Et on a fini par la faire diagnostiquer, mais très tardivement, parce qu'elle ne s'est écroulée qu'en secondes. Et chez l'orthophoniste, on a découvert la dyscalculie. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc en fait, j'ai mesuré tout le poids, tout le chemin qu'elle avait dû faire toute seule, sans diagnostic. Et je crois que voilà, dans le cœur de maman, je ne peux pas rester insensible à ça. Donc, c'était important pour moi de raconter aussi le parcours de Ceylan, qui, bien sûr, n'est pas diagnostiqué, puisque ça se passe il y a très longtemps, et qui, lui aussi, va subir des choses, des remarques, des comportements des professeurs et des élèves qui sont très semblables à ceux que ma fille a subis. C'est-à-dire qu'il y a 6 professeurs dans ce conservatoire. Il y a 3 professeurs qui prennent Ceylan tel qu'il est, avec ses qualités, qui le poussent en avant, qui lui disent, qui l'encouragent. Et puis, il y a 3 professeurs, notamment voilà, ceux qui sont très techniques dans les mathématiques, le professeur de mesure, de pesée, qui sont rudes avec lui et qui ont même des phrases que ma fille a entendues, c'est « tu n'as pas ta place ici ». Tu n'as pas ta place dans ce conservatoire, tu n'es pas au niveau. Et ça, pour un enfant porteur de handicap, on sait très bien qu'avec les adaptations, ces enfants-là, une fois ils sont diagnostiqués et une fois qu'on leur donne les aides, ce sont des enfants souvent brillants, mais un enfant non diagnostiqué se heurte à des difficultés qu'on n'imagine même pas. Donc oui, c'est quelque chose qui pour moi était très important. Merci. Du coup, donc, pour rebondir, donc, on a compris que Ceylan est un personnage très, très attachant et donc inspiré de quelqu'un de particulier pour vous. Et donc, du coup, finalement, comment vous avez réussi à imaginer l'apparence de Ceylan? Alors, comme toujours, moi, je me réfère déjà à ce qui est écrit dans le texte, hein, parce que moi, c'est ma base. Et puis là, j'ai beaucoup été aidée par Angélique, qui m'a fourni pour chaque personnage tous les extraits du texte qui parlait des personnages. Donc ça, c'était super top. Merci pour ça. Et même si des fois, j'oubliais des trucs qu'il fallait me les rappeler, mais elle prenait bien soin de me les rappeler. Donc ça, c'est vraiment agréable de travailler comme ça. Donc, j'avais un brief très précis de ce qu'il y a dans le texte. Et après, moi, c'est à moi de m'imaginer tout le reste. Et donc, j'imaginais un jeune quand même assez... il est élégant, fin et poétique, parce que du coup, c'est quand même un rêveur. Et en retrouvant mes premiers croquis, je me suis rappelé que je m'étais inspirée de Timothée Chalamet à la base. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, des fois, je me réfère à des gens autour de moi, en fonction du caractère ou de ce que me dégage le personnage. Et parfois, j'en ai pas autour de moi, donc je vais chercher dans les films ou autres, un peu comme un directeur de casting qui cherche son casting et je fais plein de crayonnés. Donc voilà, je suis partie sur Timothée Chalamet. Et puis, évidemment, après... je me l'approprie. Par exemple, je peux vous montrer un autre personnage, je crois que c'est un peu après. Voilà, où du coup, pour la brigade notamment des cuisiniers, je suis partie sur plein de cuisiniers de Top Chef, avec Maximus qui du coup s'est transformé en fille entre-temps et qui est resté Maxime. Peut-être certains auront reconnu Philippe Etchebest pour Marin. Mais voilà, et donc pour Ceylan, du coup, je reviens... Voilà. Et petit à petit, en fait, je voulais que lui soit un peu différent des autres. Donc lui, il a une allure un petit peu... il est plus fantastique, je trouve, que les autres qui sont un peu plus réalistes dans leur costume et dans leur... voilà, parce que lui, c'est quand même le personnage principal. C'est celui qui porte toute l'histoire. Et je voulais qu'il ait cette dimension rêveur poétique et en même temps une certaine élégance, finesse, douceur. Et je voulais qu'il soit attachant. Et, j'espère avoir un peu réussi. Voilà. Vous avez réussi.
On va passer maintenant plutôt donc, à l'étape d'écriture. Donc, ce sera des questions donc, un peu plus pour Nancy, mais aussi des questions par rapport au travail de Celle avec ces étapes d'écriture. Donc, en fait, pour la collection Ado 10, comme vous l'a précisé tout à l'heure Nancy, c'est vrai que chaque auteur reçoit une charte de collection et une liste de contraintes à suivre. Donc, que je vais afficher pour que vous puissiez vous rendre compte exactement de ce qu'on demande aux auteurs de la collection Ado 10. Donc, de faire des phrases courtes et claires, une structure syntactique simple, voilà, plusieurs éléments vraiment qui sont pour nous très, très importants et où on est un petit peu, du coup, justement, voilà, on leur demande d'être très précis par rapport à ces consignes. Donc, la première question que j'ai posée, du coup, à Nancy, qui va avoir donc un lien avec tout ça, c'est comment s'est construite l'intrigue? Comment avez-vous imaginé chaque détail, donc les recettes, les personnages, les lieux, avant d'écrire, ou est-ce que c'est venu au fil de l'écriture? Alors, déjà, en fait, comme Angélique m'avait fourni cette charte et qu'on a signé le contrat avant, donc j'ai présenté un synopsis qu'on a bien retravaillé. Angélique m'a demandé de le préciser, de le peaufiner. Mais ensuite, comme c'était une signature de texte sur contrat et qu'Angélique n'avait pas vu le texte, vous m'avez demandé de faire un chapitrage détaillé. Donc déjà, j'ai construit l'intrigue avec ce chapitrage qui me donnait quand même un fil rouge de l'histoire. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas, Séverine, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais il n'y a pas que la dyscalculie de Ceylan. Dans ce conservatoire, il y a aussi Luce, qui est quand même un personnage qui prend beaucoup de place, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a toute une intrigue. Il y a un secret de famille, il y a vraiment un secret autour de la trahison, et puis il y a quand même, par rapport à la dyscalculie, et ce qui arrive souvent aux enfants porteurs de handicap, il y a tout ce thème du harcèlement qui est abordé. Donc, Ceylan, il doit affronter deux choses. Il veut gagner le trophée, il veut comprendre qui est Luce, il veut résoudre le secret et il veut réussir à cuisiner malgré son handicap. Donc, il y a quand même plusieurs choses et tous ces thèmes-là, tous ces fils rouges, il fallait les articuler. Donc, j'avais 15 chapitres pour articuler tout ça. Et puis, j'avais prévu une duologie, puisqu'il y a 2 tomes. Et donc, voilà, il fallait que je construise mon intrigue comme ça. Donc, c'était chapitré, c'était assez cadré. Après, je me suis autorisée des libertés, je suis revenue sur certaines scènes, sur certains chapitres, mais quand même, je savais bien où j'allais. Ouais. Très bien. Du coup, Celle, comment s'organise pour vous votre travail d'illustration? Est-ce que vous avez un rituel, un lieu préféré, des outils spécifiques? Pouvez-vous un peu nous en parler de vous aussi, vos contraintes d'illustration? Alors moi, je suis contrainte par ce qui est dit dans le texte. Moi, je suis obligée de respecter ce qui est dans le texte. Et moi, mon travail après s'articule à tout ce qui n'est pas dans le texte et là où je peux aller. Donc moi, je commence par déjà, en général, alors pour un album, je lis et relis et re-relis. Là, du coup, j'étais plus chapitre par chapitre avec les éléments que je devais illustrer de chaque chapitre qui m'était demandé, puisque j'avais en fait, vous m'aviez fait en gros, j'avais des parties spécifiques à illustrer. C'est pas moi qui les ai choisies. Et avec clairement les extraits qui allaient avec. Donc après, moi, je commence souvent déjà par les personnages, on en a déjà un peu parlé, et en même temps à me créer un espèce de mood board comme ça, où du coup, je viens piocher. Donc dans les 3 univers que j'ai choisis, plus du coup un côté un peu médiéval, plus art nouveau aussi, parce que du coup, il y avait l'idée que l'école de pâtisserie, on en parlera je crois après, mais Nancy m'avait fait un petit dessin pour me montrer l'idée qu'elle avait un peu imaginée. Donc moi, je fais un peu un mix de tout ça dans ma tête. Et je cherche aussi de la documentation parce que je n'ai pas tout dans ma tête. Et après, je viens faire des premiers croquis, donc un peu ce que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc je fais les premiers croquis. Là, on a par exemple les premières recherches de Luce, qui ne ressemble pas du tout à ça maintenant, mais qui a évolué là. Et après, j'envoie en général à l'éditeur qui souvent fait suivre à l'autrice. Et là, du coup, on a eu un petit changement au niveau de Luce, puisque du coup, Nancy, j'avais fait Luce comme ci et Glynis comme ceci. Et finalement, on a décidé d'inverser les 2 personnages. Ça correspondait plus à l'idée de Nancy. Et voilà, petit à petit, on arrive à des dessins plus ou moins aboutis. Donc
par exemple, je vous montre juste les étapes de correction des fois qui sont plus ou moins complexes avec la couverture du tome 1, si je peux dire. Où du coup, on avait une première recherche où là, du coup, j'ai fait une première idée de choix de composition. Je pense que je ne sais plus exactement si c'est après un premier retour de Angélique. Vous vous souvenez si c'est... Oui, c'était si dans c'est ce Je sens-là. pense qu'on en avait discuté toutes les deux, oui. C'est ça. Et du coup, après, Nancy, je crois que vous vouliez que le conservatoire soit plus présent, donc je l'ai concis. Et ensuite, il y a toute une question d'équilibrage de composition avec les personnages du coup, que je vais modifier de place pour que l'ensemble prenne place. Ensuite, après que on est vraiment validé, je fais le dessin final. Et ensuite, j'attaque la couleur. Et du coup, moi, ça, c'est vraiment le schéma que j'ai pour toutes mes illustrations couleurs, parce qu'après, là, on était sur du noir et blanc, mais c'est la même base jusque-là. Après, je mets des textures. Après, il y a les ombres et lumières. Et après, on a la maquette finale. Voilà, en gros, moi, c'est toujours à peu près ce même schéma-là, avec à chaque fois des allers-retours. Et je tiens vraiment, des fois même, j'envoie avant à l'auteur quand je peux pour être sûr que ça plaise, parce qu'il y a certains éditeurs qui n'envoient pas forcément aux auteurs. Là, j'avais totalement confiance, mais du coup, des fois, c'est moins le cas. Alors, des fois, je demande d'abord un petit préavis à l'auteur pour être sûr que l'éditeur a validé. Des fois, l'auteur n'a pas forcément toujours son mot à dire. Mais ici, c'est pas le cas. Voilà. Et du coup, Angélique, si vous voulez bien montrer l'image numéro 1 dans mon PDF. Donc, en fait, j'ai des carnets d'écriture pour chaque roman et j'avais trouvé cette petite image sur Internet que j'ai donc envoyée à Séverine pour qu'elle puisse s'inspirer du conservatoire, le dessiner. Ensuite, si vous voulez bien montrer l'image 2, voilà, donc pareil, dans ma tête, il y a un jardin du conservatoire où il y a toute espèce de plantes, de fruits particuliers. Et donc ça, c'était dans ma tête avec mon petit crayonné d'autrice. Et donc c'est ce que j'ai envoyé à Séverine et Angélique pour que Séverine voit comment j'imaginais le jardin. Donc on peut passer à l'image 3. Voilà, donc ça, c'est vraiment la description précise avec les fontaines, les puits de sirop, la serre tropicale, parce que moi, j'allais en avoir besoin pour mon texte. Et donc, image 4, Séverine, du coup, a redessiné le jardin, voilà, que j'avais dans la tête. Donc, on a vraiment travaillé vraiment main dans la main, très, très étroitement. Ouais. Et je dois dire que c'est la première fois que j'ai reçu des dessins d'autrices. Et je trouve ça très chouette dans l'idée. Ouais. Et donc, par rapport au personnage, Angélique, si vous voulez bien montrer la slide 5, voilà, moi j'ai toujours une carte mentale. Je sais exactement où je vais parce que mes personnages sont tous imbriqués les uns dans les autres et que je ne me lance pas dans l'écriture d'un roman sans avoir une carte mentale précise. Je sais pourquoi les personnages sont là. Alors, je m'autorise des surprises. Parfois, je peux faire arriver un personnage, mais quand il y a une intrigue, comme dans le Conservatoire des Gourmets, c'est pas possible d'imaginer une intrigue avant de se lancer dans l'écriture sans avoir l'intrigue dans la tête. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, je me laisse la liberté de certaines scènes, de certaines petites choses, mais quand même, je sais où je vis. Voilà. Très bien. Et donc, dans la slide 6, dans mes carnets, voilà, ça répond à l'interrogation de tout à l'heure. Dans mon carnet, j'ai chaque personnage, je sais exactement comment il est, son caractère. Ça, ce sont les professeurs dans l'école. Voilà, ils ont la description physique, le caractère, leur matière. Voilà, tout est précis pour que dans l'écriture, ça reste précis et pas flou. Voilà, je sais exactement dans ma tête, je vois mes personnages. Et ça, c'est le carnet. Voilà, j'ai un petit carnet dans le carnet pour le Conservatoire des Gourmets avec toutes les particularités des fleurs, parce que mes recettes sont beaucoup à base de fruits, de fleurs. Et donc, il ne fallait pas que je me trompe, que voilà, toutes mes fleurs soient bien comestibles. Elles ont toutes des propriétés. On les retrouve, les petits détails disséminés comme ça dans le texte. Voilà. Très bien. Et les ustensiles. Voilà. Donc, ouais. On devrait échanger nos carnets pendant la création. Enfin, moi, en tout cas, je devrais bien. Pour chacun de mes romans, où il se passe, que ce soit du fantastique, du contemporain, j'ai besoin d'avoir ce carnet d'écriture qui résume, en fait, avant même que mon texte soit écrit,
qui résume voilà, les lieux, les personnages, des détails. Si dans d'autres romans, voilà, il y a du sport, il y a n'importe quoi, je vais creuser et ça m'aide à écrire l'histoire. Du coup, voilà, donc une question aussi qui est un petit peu pour toutes les deux. Qu'est-ce qui était difficile pour vous dans l'écriture et dans l'illustration? Comment vous avez réussi à adapter votre style pour les lecteurs dyslexiques ou en difficulté? Est-ce que finalement l'adaptation pour les lecteurs dys change aussi votre façon d'écrire et votre façon aussi d'illustrer? Voilà, est-ce que vous pouvez du coup nous répondre sur ces questions, sur ces points? Est-ce que justement, vous aussi, Séverine, est-ce qu'il y a eu des défis pour vous pour rendre l'illustration la plus claire possible, pour qu'elle soit la compréhension du texte? Enfin, voilà. Expliquez-nous finalement ce qui était difficile pour vous dans cette élaboration de ces deux titres. Moi, je crois que ce qui a été le plus difficile, c'était l'implicite. Alors en plus, en tant que personne neuro-A, j'ai déjà du mal, moi, avec l'implicite, mais en fait, c'est pas le même. C'est en écrivant que je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais de l'implicite et que du coup, Angélique, vous me disiez, là, pour le lecteur, c'est trop flou. Et c'est ce qu'on me reproche moi aussi, et c'est des fois aussi ce que je reproche aux autres personnes, et je leur ai dit, tu n'as pas été clair, je n'ai pas compris. Et en fait, ça a été ça ma difficulté. Mon implicite n'est pas celui de l'autre. J'ai compris ce que ça voulait dire vraiment dans l'écriture. Et vous m'avez aussi demandé d'adapter certaines petites choses. Je me souviens, il y avait une élève que j'ai appelée Violette, et vous m'avez dit non, parce que Luce a déjà les yeux violets. Et je pense que ça va perturber les lecteurs et les lectrices. Donc en fait, moi je pense que ça a été mon plus gros défi. Ça a été celui-là, d'être vraiment très clair. C'est là où je me suis rendu compte que certainement dans mes autres romans, il devait y avoir pas mal d'implicite et que je ne m'en rendais pas compte. Et voilà, ça a été le plus compliqué pour moi, l'implicite. Et vous, Michel? Moi, ce qui a été le plus difficile, je dirais que c'est la gestion du noir et blanc. Parce que moi, j'ai l'habitude beaucoup de travailler la couleur et c'est une partie de mon travail que j'apprécie presque le plus. Du coup, je me suis dit, est-ce que je vais être capable que ça reste lisible, cohérent, bien clair, en noir et blanc? Et donc, du coup, il y avait les cadrages où il fallait faire attention à bien faire des plans qui se lisent bien, avec des contrastes qui fonctionnent. Mais heureusement, on avait un travail d'équipe qui était fort intéressant. Et par exemple, sur cette image-là, qui était quand même déjà relativement lisible, vous m'avez fait remarquer que le personnage ne ressortait pas assez, ou il était trop sombre. Et du coup, on a fini par arriver à cette étape-là qui du coup est plus claire. C'est un des exemples que j'ai retrouvé. Mais du coup, il y en a plein. Et voilà. Et moi, j'aime aussi mettre plein de détails. Et donc, il fallait que je me dose un peu pour que ça reste à la fois foisonnant, parce que l'univers est foisonnant. Dans une cuisine, il y a toujours plein d'ustensiles, plein de choses. Et en plus, là, on va fouiller à des moments dans plein de plantes, de fruits, de légumes. Il y a des moments, il y a plein de choses. Et moi, j'aime ça. Mais il fallait rester raisonnable et donc vraiment faire attention à ça. Et attention à la lumière et au blanc. Ouais, moi aussi, Angélique, vous m'avez demandé de réduire. Je me souviens maintenant, quand j'ai dû réduire des descriptions, j'ai dû alléger certaines choses parce que j'adore creuser, mettre plein de petits détails aussi dans mes textes, et j'ai dû affiner, alléger. Ouais. Du coup, une question pour toutes les deux. Est-ce que vous avez une scène préférée dans les deux histoires, ou un personnage vraiment qui vous a plus inspiré qu'un autre? Est-ce que vous pouvez du coup nous donner un petit peu des petits secrets comme ça? Est-ce que vous avez vraiment une scène ou un personnage vraiment préféré dans l'histoire, toutes les deux? Moi, je crois quand même que c'est dans le tome 1, quand Luce ose avouer son grand secret à Ceylan. Dans tous mes romans, je pense que quand un personnage tisse un lien de confiance avec l'autre et se livre un petit peu, c'est les scènes pour moi les plus bouleversantes. Donc il y a par exemple celle-ci, quand ils sont au bord de la falaise, et je ne vais pas le dire, mais ici, on ne va pas spoiler, mais quand on explique à Ceylan qui elle est, pourquoi elle est là. Et je crois que c'est parmi mes scènes préférées. Après, écrire les scènes de recettes, c'est très jouissif. Et vous, Catherine? Oui, moi c'est rigolo parce que c'est le personnage de Luce qui m'a beaucoup plu et marqué
je pense par son côté énigmatique aussi dans le tome 1. Et puis le côté où du coup, c'est le soutien de Ceylan, c'est elle qui va aussi être là pour l'écouter, voilà, et en même temps l'aider et en même temps essayer de résoudre ses propres problèmes. Et je la trouve courageuse, altruiste et je l'aime bien. Mais j'ai aussi beaucoup aimé les devoirs de pâtisserie et dessiner le gâteau à trois parties là. Parce qu'il y avait plein de détails et puis parce que j'avais envie de dessiner tellement de gâteaux différents, je me suis dit, ah là là, il faut que je fasse des choix. Et voilà, c'était plus de faire des choix qui étaient difficiles. Très bien. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Alors, on va un petit peu faire finalement une question de conclusion. Qu'est-ce que vous aimeriez dire finalement aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, aux lecteurs ou aux professionnels qui se sont inscrits au webinaire, qui nous écoutent, concernant la collection Ado 10? Qu'est-ce que vous aimeriez dire toutes les deux en question un petit peu bilan après ce webinaire? Ouais. Moi, juste quand je vais dans les écoles, je rencontre énormément de collégiens, lycéens, je vais un peu partout, les centres sociaux, etc. Dès que je montre ce livre, les professeurs ne le voient pas parce qu'ils sont souvent au fond de la classe, mais moi, j'ai les yeux. Et j'ai les yeux des enfants porteurs de handicap. Et il y a un petit éclair là. Et ça sort instantanément. Alors, je suis sûre que c'est quelque chose qu'ils ne lisent pas facilement. Et là, j'entends 2, 3, 4 enfants, toujours dans la classe, qui disent « Je suis dyslexique, je suis dyscalculique, je suis dyspraxique. » Et en fait, ça sort tout seul comme ouf. Enfin un livre qui parle de moi, et puis c'est un joli roman, et puis il y a 2 romans, et puis vous l'avez écrit, et je suis dedans. Et donc ça, c'est une force. Et moi, j'ai pas de personnes autour de moi que je connais, ça me concerne pas directement, mais je trouve que c'est tellement important qu'il y ait des livres comme ça qui existent. Tellement important parce que en fait, quand on connaît pas les problématiques des autres, quand on connaît pas l'autre, soit on en a peur, soit on le rejette, soit on le comprend pas, donc on sait pas comment réagir. Et ces livres-là, ils apportent des clés tout en étant dans la lecture, une lecture légère entre guillemets, enfin je veux dire fluide, de loisir. Enfin, on est vraiment dans une lecture qui donne envie et qui est pas, voilà, de loisir, qui est pas c'est pas un manuel de comment on fait pour accompagner ces personnes. Et du coup, ça, moi, je trouve que c'est si précieux et merci d'exister et je suis ravie d'en faire partie du coup. Voilà. Est-ce que du coup, il y a des questions, vous souhaitez poser des questions aux autrices ou à moi-même parmi les personnes présentes au webinaire? Est-ce qu'il y a des questions, des points, des précisions à apporter ou n'hésitez pas à... On a 3 minutes. Voilà. Je peux remontrer des images en attendant. J'avais quelques images. Ah non, c'est pas celle-là. J'avais fait un jeu des différences. Je suis très mauvaise à ça. Les illustrateurs me disent laquelle tu préfères, je suis là. Non. Non, là, c'est juste que là, il y a eu le premier croquis. Là, il y a eu des retouches demandées et là, c'est la version finale. Et c'est aussi pour dire que sur le tome 2, je me suis aussi rendu compte que sur le tome 1, le papier avait quand même beaucoup absorbé un peu les contrastes. Et du coup, j'ai encore plus fait attention à simplifier certains éléments et à jouer un peu plus sur les contrastes. Notamment ici, comme c'est déjà très chargé, par exemple, il n'y a rien dans le fond. Je n'ai pas refait le décor de l'école alors que je l'aurais refait dans le tome 1. Voilà. Mais du coup, c'était juste en attendant que les questions arrivent. Écoutez, je pense qu'on va conclure du coup. Merci en tout cas Nancy et merci Celle pour cet échange en fait riche et inspirant et surtout merci d'avoir écrit cette série qui donne envie de cuisiner et surtout de croire en nos rêves. C'est surtout ça en fait le message que Celle aussi nous fait passer, croire en ses rêves. En fait on l'a compris à travers tout ce que vous venez de dire. Ce conservatoire c'est bien plus qu'une école de pâtisserie, c'est vraiment un lieu où on apprend à grandir et à se dépasser. Finalement, grâce à Ceylan, vous nous offrez aussi une plongée dans l'univers de la pâtisserie, bien sûr, mais surtout une réflexion sur la différence, la persévérance et la passion. Et ça, c'est des choses très, très importantes pour les lecteurs en difficulté.
la différence, la persévérance et la patience. Donc, merci à vous deux d'avoir participé à ce webinaire et merci à vous tous de l'avoir suivi. Et ben, du coup, on vous invite toutes les trois à déguster cette série sans modération. Une petite précision, donc le Salon du Livre débute dans quelques jours. Donc, Nancy sera en dédicace sur le stand Tom Pouce, J17 au rez-de-chaussée, dimanche 30 novembre de 16h à 18h. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Tom Pouce et à rencontrer aussi Nancy qui pourra dédicacer ses romans et vous parler encore plus de la série. Merci à vous tous. Je vous remercie chaleureusement toutes les trois pour votre intervention. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont suivi ce webinaire. Je vous rappelle que les webinaires professionnels continuent en ligne jusqu'à 18h puis replay et que nous vous donnons rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre où vous pourrez évidemment retrouver les éditions Tom Pouce et Nancy. Et tout le programme est disponible sur le site ipj.fr. Merci infiniment à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.